la lumière du restaurant tombait en taches rondes et douces sur la nappe d'un blanc immaculé, créant des îles de clarté sur l'océan obscur de la salle. Le bourdonnement des conversations, mélange de rires étouffés et de cliquetis de couverts, formait une sorte de musique de fond, une mélodie d'oubli que je trouvais insupportable. L'air était lourd, saturé des parfums croisés de truffes, de vin rouge et d'une eau de Cologne que Marc, assis en face de moi, portait avec une assurance irritante. Je voyais la buée s'échapper des verres de vin glacé. Ma propre haleine, pourtant, ne formait aucune vapeur, même si le froid dans ma poitrine était plus intense que n'importe quel givre. Élise riait. Son rire, ce son que j'avais aimé plus que tout, qui avait été la bande-son de tant de matins et de soirs, sonnait creux ce soir. Il s'étirait un peu trop, comme un élastique à bout de course. Ses yeux, qui autrefois pétillaient pour un rien ou une blague, une bonne nouvelle, même un simple regard croisé dans le supermarché étaient maintenant figés dans une sorte de politesse forcée. Je l'observais, assise à ma droite, sa main effleurant son verre de Bourgogne, son bracelet en or rose scintillant sous les reflets tamisés du lustre en cristal. Elle portait cette robe bleu nuit que je lui avais offerte pour nos 10 ans de mariage, un tissu fluide qui épousait parfaitement ses courbes, et qui, ce soir, me semblait n'être qu'un costume de scène. Une robe pour une performance, celle de la femme heureuse, de la collègue complice. Marc, lui, était dans son élément. Son sourire était large, trop peut-être, mais il avait toujours eu ce côté extraverti. Son costume gris anthracite était impeccable, le col de sa chemise blanche d'une rigidité parfaite. Ses doigts tambourinaient parfois légèrement sur la table, un tic nerveux que je n'avais pas manqué de noter. Il levait son verre un peu trop souvent, ses yeux cherchant ceux d'Élise, et je le voyais lui lancer des regards furtifs, des étincelles de complicité qui, pour un œil non averti, auraient pu passer pour de l'enthousiasme professionnel. Mais mon œil, lui, était affûté. Il était devenu un rasoir. Nous étions là, tous les trois, pour célébrer. Pour célébrer le plus gros contrat de l'année, comme Élise l'avait si joyeusement annoncé la semaine dernière, avec ce même rire étiré. Elle m'avait demandé d'inviter Marc, son partenaire sur le projet, pour marquer le coup. J'avais accepté, bien sûr. Avec un enthousiasme fin, le même que celui que je mettais à choisir le restaurant, à réserver la meilleure table, à commander la bouteille de vin la plus chère. Chaque geste était une couche de glaçage sur le poison que j'allais servir. Pendant que Marc racontait, avec moult détails et gestes amples, les subtilités de la négociation et les nuits passées au bureau, les compromis difficiles, le stress des deadlines, je le voyais, à travers le miroir sans teint de ma rage contenue, scruter Élise. Son visage, quand il parlait d'elle, s'illuminait d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et Élise, elle, riait. Elle hochait la tête. Elle lui lançait des petits regards, des sourires qui se voulaient anodins, mais qui vibraient d'une énergie différente, d'une intimité que je connaissais trop bien, pour l'avoir partagée. Il y avait eu un temps où la notion même de ce dîner aurait été absurde. Une vie où nos soirs étaient rythmés par le claquement de la porte après ma journée de travail, l'odeur du dîner qu'Élise préparait en fredonnant dans la cuisine, le son de la radio toujours calé sur la même station de jazz. Nos routines étaient des piliers inébranlables. Chaque matin, le même café noir, pressé par mes soins, la même tranche de pain grillé avec sa confiture de figues préférée. Je sentais le parfum de son shampoing sur l'oreiller quand je me réveillais, une odeur de pommes vertes et de propre. Le journal qu'on se partageait, les mots croisés qu'on remplissait à deux, elle pour les définitions, moi pour les mots à rallonge. Le simple bruit de ses clés dans la serrure le soir me suffisait à me sentir entier. C'était une symphonie silencieuse, une mélodie d'habitude qui disait « nous ». Notre appartement, au 3e étage d'un immeuble haussmannien, n'était pas luxueux, mais il respirait notre histoire. Le vieux canapé en cuir usé par tant de films regardés enlacés, la bibliothèque qui croulait sous les livres lus à voix haute pendant les longues soirées d'hiver, la petite table de cuisine en bois clair où nous prenions nos petits déjeuners, les rayons de soleil du matin s'y reflétant comme des promesses. Un tableau abstrait qu'Élise avait peint, des éclats de bleu et de jaune, trônait dans le salon, une explosion de joie qu'elle disait inspirée de notre amour. J'aimais cette douceur, cette banalité précieuse. Je n'avais jamais eu besoin de paillettes ou de grands gestes. La simple présence d'Élise, sa main dans la mienne quand nous marchions sans but le dimanche, le petit frisson quand sa joue effleurait la mienne en se penchant pour un baiser, c'était ça, mon univers. Aviez-vous déjà senti une telle déchirure, même avant que le couteau ne transperce la peau? Cette sensation d'une toile parfaite, si finement tissée, qui commence à s'effilocher à un endroit invisible, inaudible. Je jouais mon rôle à la perfection.
Je posais des questions sur les clauses du contrat, sur la concurrence, sur les futures perspectives de l'entreprise. Mon ton était posé, mon regard intéressé, mes hochements de tête réguliers. Mes mains restaient calmes sur la table, malgré la pulsation sourde dans mes tempes. À l'intérieur, je brûlais. Je me répétais les mots qu'Élise avait prononcés la veille, au téléphone, à une heure tardive où elle pensait que je dormais, des mots murmurés que je n'avais pu reconstituer que par bribes, mais dont l'intonation même était un aveu. Je me suis penché légèrement en avant, pour saisir la carafe d'eau posée au centre de la table. Ma main a frôlé celle d'Élise. Un éclair de panique a traversé son regard avant qu'elle ne se reprenne, me gratifiant d'un sourire forcé qui ne l'atteignait pas les yeux. Marc a détourné le regard, s'intéressant subitement au motif gravé sur son couteau de table. J'ai respiré un coup. L'odeur du poisson grillé venait d'arriver à notre table. Elle m'a donné la nausée. Chaque détail, chaque micro-expression, chaque silence, chaque frôlement, était un coup de pinceau sur le tableau d'horreur que j'avais déjà dans la tête. Ce tableau était si clair, si net. Et pourtant, personne d'autre dans ce restaurant, personne d'autre dans ce monde, ne voyait ce que je voyais. Je me suis demandé s'il se rendait compte de la cruauté de la situation. S'il réalisait que chaque compliment sur le plat, chaque brindille de persil déposé avec soin sur l'assiette, chaque note du pianiste qui jouait un morceau de jazzy à l'autre bout de la salle, était une pièce ajoutée à mon échafaudage. Mon silence n'était pas de l'approbation, ni de l'ignorance. C'était un compte à rebours. Chaque minute qui passait n'était pas une minute de plus d'un dîner ennuyeux, mais un pas de plus vers la fin de leur monde. Je voyais Élise essuyer discrètement une trace de rouge à lèvres sur le bord de son verre. Je voyais Marc jeter un coup d'œil à sa montre, discrètement, sous la table. Leurs univers parallèles étaient sur le point de se percuter. Et j'étais le conducteur de l'impact. Le vin était âpre sur ma langue, un goût qui s'harmonisait étrangement avec l'amertume qui me montait à la gorge. Je les ai laissés parler. J'ai hoché la tête, j'ai souri quand il le fallait, j'ai même ajouté quelques mots sur l'importance du travail d'équipe, juste pour prolonger le malaise, pour étirer cette corde déjà tendue jusqu'à la rupture. Le restaurant continuait son ballet, indifférent à la bombe à retardement assise à la table 7. Les serveurs allaient et venaient, silencieux, efficaces. Une nouvelle assiette de fromage a été posée devant nous, un assortiment alléchant. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Élise et Marc, leurs visages éclairés par la lueur des bougies. Des étrangers. Des étrangers dans une pièce, jouant la comédie d'une proximité factice. Et moi, au milieu, l'architecte de leur chute. L'odeur du pain grillé, le bruit de la machine à café, le frottement de la brosse à dents d'Élise dans la salle de bain, ces petits bruits qui tissaient la trame de nos matins, ils étaient là. Immuables. Et pourtant, sous cette couche familière, quelque chose avait commencé à vibrer faux. Pas un cataclysme, non. Juste un infime décalage dans la symphonie de notre quotidien, si léger qu'il aurait pu passer inaperçu pour un esprit moins obsédé par l'ordre, par la régularité. Mais moi, j'étais un métronome. Je voyais l'aiguille s'écarter, millimètre par millimètre. La première fois, ce fut son parfum. Pas le sien, pas celui qu'elle portait depuis des années, cette essence légère de vanille et de poudrée qui s'était incrustée dans nos draps, dans les revers de mes vestes, dans l'air même de notre chambre. Non. Celui-là était, plus agressif. Plus vert, plus sec, avec une pointe métallique qui me rappelait l'odeur des fleurs coupées laissées trop longtemps dans l'eau. Je l'ai senti un soir, en rentrant du bureau. Elle était déjà là, penchée sur l'évier, rinçant une salade. L'odeur flottait autour d'elle comme une aura étrangère. J'ai froncé les sourcils, mon cerveau cherchant frénétiquement une explication. Un échantillon? Une nouvelle crème pour les mains? Une collègue qui aurait eu le flacon lourd? Je me suis forcé à y croire, à balayer l'écho aigu qui venait de résonner dans ma poitrine. Mais l'écho, une fois entendu, ne disparaît jamais vraiment. Il reste là, tapi, attendant d'être réactivé. Puis, il y a eu les appels. Au début, c'était anodin. Le téléphone vibrait. Elle le saisissait, son pouce déjà posé sur le bouton « Répondre », et le glissait à l'oreille, se tournant légèrement. Toujours légèrement. Comme si elle cherchait une meilleure réception. Ou peut-être, une meilleure intimité. Sa voix baissait d'un ton, devenait plus feutrée. Quand je demandais qui c'était, elle répondait toujours, un peu trop vite, « Oh, une collègue, un truc pour le boulot, ou ma mère, pour la recette du gratin. »
mais l'énergie qu'elle mettait à la dissimulation, l'agitation dans son regard, la manière dont elle écourtait la conversation dès que je me rapprochais, tout cela ne trompait pas. Le silence qui suivait ces appels était le pire. Un silence lourd, épais, comme celui qui précède un orage, où l'air est chargé d'une électricité immobile et menaçante. Je sentais la tension de ses épaules, la rigidité de sa mâchoire. Était-ce moi qui étais devenu paranoïaque, ou elle, qui cherchait désespérément à cacher quelque chose? Le doute était un parasite qui commençait à creuser son nid. Et son téléphone. Son putain de téléphone. Avant, il traînait sur la table de chevet, écran vers le ciel, ou sur le comptoir de la cuisine, ouvert, consultable. Je ne l'avais jamais regardé, n'en avais jamais ressenti le besoin. C'était son espace, son jardin secret, et j'avais confiance. Mais un jour, il a commencé à être systématiquement posé face contre table. Au restaurant. Chez des amis. Dans notre salon. Un écran noir, opaque, reflet sombre de ma propre ignorance grandissante. Je me souviens d'une après-midi de printemps, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, peignant des carrés d'or sur le parquet. Élise était sur le canapé, lisant un magazine, son téléphone, ce petit rectangle sombre, posé à côté d'elle. Mon regard s'est attardé dessus. Pourquoi ce geste, encore et toujours? Quel secret cet écran noir cachait-il? Une sensation de froid s'est répandue dans mon estomac, un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec la température printanière. C'était la peur, la pure et simple peur de ce que je pouvais découvrir, mélangée à la rage sourde de ne pas vouloir le savoir. J'essayais de rationaliser, de tout ramener à une explication logique. Peut-être qu'elle avait juste besoin de se déconnecter? Moins de notifications, moins de distractions. Une sorte de discipline numérique. Oui, c'était ça. Élise était devenue plus zen. Plus consciente. N'est-ce pas ce qu'on lisait partout? Des articles sur les bienfaits de se déconnecter? Mon esprit, comme un détective zélé mais naïf, fabriquait des alibis pour elle, des excuses pour chaque anomalie. Le parfum? Elle avait peut-être renversé le flacon d'une collègue sur sa chemise. Les appels? Son travail était devenu plus exigeant, plus confidentiel. Le téléphone face contre table? Une nouvelle philosophie de vie. Je me raccrochais à ces histoires comme un naufragé à une épave, même si le bois me rentrait déjà dans les doigts. Chaque soir, quand elle rentrait, j'observais. Non pas ouvertement, jamais. Mais du coin de l'œil, dans le reflet de la vitre, dans le scintillement d'un plat sur la table. Ses gestes avaient-ils changé? Sa façon de rire? Y avait-il une nouvelle nuance dans le son de sa voix quand elle me parlait? Je cherchais le moindre indice, le moindre détail discordant. C'était épuisant. Je me sentais comme un sismographe, guettant les micro-secousses d'un tremblement de terre à venir, sachant qu'elle annonçait un chaos qui allait tout anéantir. Mes nuits étaient agitées, peuplées de fragments de conversations inachevées, d'odeurs que je ne pouvais nommer. Le matelas me semblait plus froid d'un côté, le vide de son absence les rares fois où elle rentrait plus tard, plus palpable. La fissure n'était pas un grand cratère béant. C'était une minuscule ligne capillaire, presque invisible à l'œil nu, mais qui s'étirait lentement, inexorablement, à travers le verre transparent de notre vie. Chaque jour, un peu plus loin. Chaque semaine, un peu plus profond. Je commençais à voir le monde à travers cette faille. Le rire des couples attablés à la terrasse d'un café me semblait teinté d'une ironie cruelle. Les promesses d'amour éternel murmurées dans les films passaient pour des farces de mauvais goût. Mon propre reflet dans le miroir semblait porter l'empreinte de cette anxiété silencieuse, un masque tiré, les yeux un peu trop fixes. J'avais l'impression de marcher sur un lac gelé, l'oreille tendue vers le craquement insidieux de la glace sous mes pas. Chaque sourire d'Élise, chaque caresse, chaque mot tendre était analysé, décortiqué, passé au crible de cette paranoïa qui s'enracinait. Son absence d'un soir, justifiée par un dîner avec des collègues, devenait une interrogation silencieuse, lourde de non-dits. Je me demandais si elle pensait à moi, si elle se sentait coupable, ou si elle était déjà trop loin pour que la culpabilité l'atteigne. La perspective que cette vie parfaite, si méticuleusement construite, puisse n'être qu'une façade, me donnait la nausée. Le froid dans mon ventre n'était plus une sensation ponctuelle, il s'était installé, un locataire permanent, et rien, pas même le plus chaud des après-midi d'été, ne parvenait à le chasser. Il était là, rappel constant que quelque chose était fondamentalement brisé. Le filament qui soutenait ma vie,
l'équilibre précaire sur lequel je marchais n'a pas cassé net. Il a d'abord commencé à s'effilocher, doucement, sans bruit, comme une corde usée par le vent, brin après brin. Les micro-fissures dont je parlais, ces impressions fugaces de décalage, elles s'étaient sédimentées. Elles avaient fini par former une couche, fine mais palpable, de méfiance. Mais le doute, c'est une chose. La certitude, c'en est une autre. Et pour passer de l'un à l'autre, il a fallu un déclic. Pas une explosion. Juste un détail. Un détail trop bruyant pour être ignoré, trop singulier pour être rationalisé. C'était un mardi soir. Élise était rentrée tard, comme souvent, prétextant une réunion qui avait traîné. Son habituelle énergie, son sourire, tout me semblait, juste un peu trop forcé. J'étais dans la cuisine, je préparais le dîner, une de nos routines silencieuses que j'aimais tant. Elle a posé son sac sur le plan de travail, puis a filé sous la douche, laissant derrière elle une traînée de son nouveau parfum, mais aussi une note d'étrangeté que je ne parvenais pas à nommer. En rangeant un paquet de pâtes dans un placard au-dessus du plan de travail, ma main a effleuré son sac. Et un objet s'en est échappé, tombant avec un léger cliquetis sur le carrelage froid. C'était un ticket de caisse. Pas le genre de reçu anodin pour un café ou un sandwich. Celui-ci était chiffonné, comme si elle l'avait froissé à la hâte, puis avait changé d'avis et l'avait glissé au fond de son sac. Le papier thermique était encore un peu chaud, comme s'il venait juste d'être imprimé. Je l'ai ramassé, mes doigts sentant la rugosité familière de ce type de papier. Mes yeux ont balayé les lignes imprimées, cherchant une explication, une justification. Date, lundi. Heure, 20h37. Lieu, Le Reflet, un restaurant du centre-ville, plutôt chic, pas le genre d'endroit où l'on dîne avec un collègue pour une réunion impromptue. Et l'addition? Mon regard s'est arrêté sur le total. Puis sur le détail des consommations. 2 coupes de champagne rosé, une bouteille de Sancerre, 2 plats principaux, un poisson, une viande hachée, clou du spectacle, un duo de dessert, à partager. 2 cafés. Et, juste avant le total, une ligne qui m'a glacé le sang, pour la demoiselle. Un pourboire généreux. Mon estomac s'est tordu. Ce n'était pas notre restaurant fétiche. Ce n'était pas un dîner d'affaires habituel. Et ce, duo de dessert, cette attention toute particulière du pourboire. Le sang a tambouriné dans mes tempes. Mon souffle s'est bloqué. Le son de la douche d'Élise, si proche et si lointain à la fois, m'a semblé assourdissant. Elle était censée être chez sa sœur ce soir-là, une visite dont elle m'avait parlé vaguement. Mais elle était rentrée trop tard pour une visite chez sa sœur. Et ce reçu était daté du lundi. Et elle m'avait dit qu'elle avait travaillé tard ce soir-là, seule. J'ai senti la buée sortir de ma bouche, bien que la cuisine soit à température ambiante. Le froid venait de l'intérieur. J'ai glissé le reçu dans la poche de ma veste. J'ai essayé de finir le dîner, de faire semblant que tout allait bien. Mais chaque bouchée était du carton dans ma bouche. Le sourire d'Élise en sortant de la douche, sa voix qui racontait sa journée, tout semblait maintenant nimbé d'une sorte de filtre, d'une fausseté que je n'avais jamais perçue auparavant. Mon esprit tournait à plein régime. J'ai vu le fil se tendre, prêt à rompre. À partir de ce soir-là, la curiosité s'est transformée en une quête obsessionnelle. Mon sommeil est devenu une denrée rare. Les nuits étaient mon terrain de chasse. Je me couchais à côté d'elle, le corps tendu, attendant le son régulier de sa respiration qui m'indiquait qu'elle était profondément endormie. Puis je me levais, discrètement, mes pieds nus sur le parquet froid. J'allais dans le salon, où mon ordinateur m'attendait. J'ai commencé par les choses les plus évidentes, les plus accessibles. J'ai fouillé les relevés de cartes de crédit, cherchant des concordances, des dépenses étranges. Rien de flagrant, elle était discrète. Puis j'ai pensé à son téléphone. Le fameux téléphone toujours posé face contre table. Combien de fois avais-je ri de cette manie, la trouvant charmante dans son mystère? Combien de fois avais-je essayé de deviner son code à 4 chiffres, juste pour le jeu? Elle m'avait même donné quelques indices, des dates importantes pour nous. Je les avais essayés, sans succès. Elle avait changé. Une nuit, alors qu'elle dormait, son téléphone a vibré. Un message. Elle l'a à peine saisi, l'a regardé d'un œil mi-clos, a souri doucement, puis l'a reposé. Le temps que je me lève, le téléphone était verrouillé. Mais j'avais vu le début du message,
une notification sur l'écran de verrouillage. Juste un nom, Marc. Et le début d'un texte, j'ai tellement aimé ce soir. J'ai senti la nausée monter. Marc. Son collègue. Celui-là même qui était à nos côtés ce soir-là au restaurant. Celui qui riait trop fort. La vision de ce nom, de ce bout de phrase, a été le coup de grâce. Plus de doute. C'était une certitude brutale, crue. Mon sang s'est glacé, puis a bouilli dans mes veines. J'avais son code. Je savais qu'elle l'avait changé, mais j'avais aussi vu une fois, il y a quelques semaines, un geste anodin. Elle avait déverrouillé son téléphone en ma présence et j'avais entrevu un motif sur l'écran. Une simple diagonale, du coin inférieur gauche au coin supérieur droit, puis un retour au milieu. Un Z. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Maintenant, cette image me revenait avec une acuité douloureuse. J'ai attendu la nuit suivante, le cœur battant dans ma poitrine, mon front moite. Dès qu'Élise a plongé dans un sommeil profond, marqué par de légers ronflements que je trouvais autrefois apaisants, je me suis levé. J'ai attrapé son téléphone, mes doigts tremblants. Le motif. J'ai tracé le Z. L'écran s'est déverrouillé. Une explosion silencieuse dans ma tête. Ce fut le début d'une plongée en apnée dans les profondeurs de sa vie secrète. J'ai vérifié ses messages. D'abord des conversations anodines, des collègues, des amis. Puis, la conversation avec Marc. Des dizaines, des centaines de messages. Au début, professionnels. Puis, insidieusement, des touches personnelles. Des « bon courage pour ta journée » qui sont devenus des « tu m'as manqué ce matin ». Des « on fête le contrat avec un verre » qui se sont transformés en « j'ai hâte de te revoir ce soir, rien que nous deux ». Les surnoms affectueux, les émojis qui ne laissaient aucune place au doute, cœur rouge, petit diable, baiser. Chaque message était un coup de marteau sur l'image que j'avais de ma vie. Chaque mot une écharde plantée dans ma chair. Je lisais des conversations où il parlait de moi, de nos routines, de ma naïveté. Il se moquait, parfois. Ou alors, il plaignait Élise d'avoir à supporter la monotonie de notre vie. Mon souffle était court, ma gorge serrée. Comment avait-elle pu? Comment avais-je pu être si aveugle, si crédule? Puis j'ai fouillé sa galerie photo. Je cherchais, le pouce engourdi à force de faire défiler. Les photos de nous, de nos vacances, de notre mariage, et puis, soudain, elles sont apparues. Des clichés anonymes, volés, mais si révélateurs. Pas des photos explicites, non. C'était plus insidieux, plus dévastateur. Marc et elle, attablés au restaurant, le reflet, le même que sur le reçu. Le flash d'un verre levé en toast. Un selfie d'eux, leur visage si proche, Marc un bras autour de ses épaules, un sourire trop complice sur leurs lèvres. Leurs mains entrelacées sur une table en bois, la lumière d'un bar tamisé derrière eux. Un autre, Élise posant sa tête sur l'épaule de Marc, le regard perdu dans le vague, une tendresse évidente sur son visage. Le plus déchirant, une photo d'elle, endormie dans un lit qui n'était pas le nôtre, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, le bras de Marc à peine visible, mais reconnaissable à la montre qu'il portait toujours. La même montre qu'il avait au poignet ce soir au restaurant, que j'avais observé, son reflet accroché à la lumière du lustre. Les dates s'étalaient sur des mois, des rendez-vous réguliers, des week-ends. Des hôtels réservés sous des faux noms, des lieux de séminaire qui étaient en réalité des prétextes pour se retrouver. La maison de campagne d'un ami de Marc, qui servait de refuge. Je voyais les lieux, les horaires, les émotions capturées. Chaque pixel était une confirmation, chaque ombre une trahison. Mon cœur n'était plus qu'une pierre froide dans ma poitrine. La vision que j'avais de ma vie s'effondrait, s'émiettait en poussière. L'amour, la confiance, tout ce que j'avais construit, tout s'écroulait dans un silence assourdissant. Je me suis retrouvé assis là, dans le noir, l'écran du téléphone éclairant mon visage livide. Le monde entier s'était inversé. La femme que j'aimais, celle avec qui j'avais partagé des années de ma vie, n'était qu'une illusion. Une imposture. Chaque souvenir était désormais teinté de cette amertume, de cette question lancinante, était-ce déjà une trahison alors? Quand le mensonge avait-il commencé? Le filament était non seulement cassé, mais il avait été brûlé, réduit en cendres, ne laissant qu'un vide béant, une absence. Il n'y avait plus de fureur. Pas de colère aveugle.
Juste un vide, oui, mais avec une clarté nouvelle. Glaciale. Brutale. Le brouillard s'était dissipé. Je savais. Je savais tout. Et dans ce vide, une idée a commencé à germer. Une pensée claire, froide, précise. Je ne voulais pas de cris, pas de larmes, pas de scènes pathétiques. Je voulais la vérité, nue et implacable. Je voulais qu'elle se confronte à la destruction qu'elle avait engendrée, pas dans l'intimité d'une dispute, mais dans la lumière crue. Devant le monde. Devant lui. Le plan a commencé à prendre forme, chaque étape minutieusement pensée, chaque détail pesé. Le dîner était la première pièce du puzzle. La découverte des photos, des messages, ça n'a pas été une déflagration. Pas tout de suite. Ça a été une implosion. Un vide d'air. Le monde s'est compressé autour de moi, l'image de l'écran m'aspirant dans un silence assourdissant. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas pleuré. Mon corps a juste lâché prise, tombant lourdement sur la moquette tiède du salon, la joue pressée contre le tapis rêche. La respiration était un poids. Chaque battement de mon cœur un marteau qui s'enfonçait dans ma cage thoracique, envoyant des ondes de choc jusqu'au bout de mes doigts engourdis. Je suis resté là, le téléphone posé à côté de ma tête, l'écran noir reflétant à peine la faible lueur de la cuisine. Le sol a gardé la marque de ma joue pendant des heures. Les jours qui ont suivi ont été une marche funèbre à travers ma propre vie. Élise était là, dans la pièce d'à côté, dans notre lit, à notre table, et pourtant elle était déjà partie. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque regard qu'elle me lançait, était un écho lointain, dénué de substance. L'odeur de son shampoing, si familière, me paraissait soudain étrangère, lourde d'un parfum de trahison que je n'arrivais pas à chasser de mes narines. J'ai mangé, dormi, travaillé, sans vraiment faire aucune de ces choses. Ma peau était une enveloppe vide, mes gestes des automates programmés. Le café du matin avait le goût de la cendre, le pain grillé craquait comme des os brisés sous mes dents. J'ai regardé nos photos de mariage sur la commode, le cadre en argent patiné sous mes doigts, et je n'ai vu que deux étrangers souriant à un avenir qui n'avait jamais existé. C'était comme si un chirurgien avait opéré à vif, retirant l'organe essentiel qui me définissait, me laissant un trou béant à la place. La fureur, la douleur, la tristesse, tout ça est arrivé par vagues, mais toujours contenu, comme si un barrage invisible les retenait. Je ne voulais pas que la colère me consume, qu'elle me transforme en cet homme hurlant, pitoyable, que j'avais toujours détesté. Non. Cette trahison méritait mieux, ou pire, qu'une scène de ménage. Elle méritait une révélation. Une pièce de théâtre dont j'étais le metteur en scène, et eux, les acteurs inconscients de leur propre chute. Je voulais une vérité froide, nette, indiscutable. Pas une dispute de couple où les accusations se noieraient dans les larmes et les dénégations. Je voulais qu'ils le voient, qu'ils le astérisque sans astérisque, qu'ils soient dénudés devant la lumière crue de leur propre duplicité. L'idée du dîner est née de cette froideur. C'était la perversion ultime de ce qu'aurait dû être un moment de célébration. J'ai choisi un restaurant qu'Élise aimait, un endroit chic, un peu bruyant, mais avec ses tables intimistes où les conversations, même chuchotées, pouvaient étrangement porter. Le chêne vert. Ses murs en pierre apparente, ses lumières tamisées qui donnaient au visage une aura de mystère, ces nappes blanches impeccables où chaque tache de vin semblait une insulte. Je savais que l'endroit amplifierait l'ironie. Je voulais que le contraste entre le cadre élégant et la brutalité de la révélation soit insoutenable. J'ai passé la semaine à peaufiner mon scénario. Mon téléphone est devenu l'extension de ma volonté. J'ai d'abord appelé Élise, ma voix si bien modulée que je me surprenais moi-même. Mon amour, tu sais que Marc et toi avez décroché ce contrat de dingue. La question était si innocente, si pleine de l'admiration que j'avais feinte pendant des années. Elle a hésité. Une fraction de seconde. Ce murmure presque inaudible avant de répondre, une pointe de surprise dans la voix. Oui, oui, c'est énorme, c'est fou. Ces mots sonnaient creux, comme des coques de vide. Alors j'ai pensé qu'on devrait fêter ça dignement. Tous les trois. Ce soir, au chêne vert. C'est pour moi. Marc a bien le droit de célébrer aussi, non? Il fait partie de l'équipe. Le silence d'Élise s'est étiré, lourd. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil, le frottement du tissu contre le combiné alors qu'elle déplaçait son épaule. Elle cherchait une excuse, je le savais. Une raison pour refuser ce dîner qui l'aurait mise face à face avec sa vérité.
Mais mon ton était si insistant, si jovial, si astérisque normal astérisque. Comment refuser sans éveiller les soupçons? Ce soir-là, son malaise était palpable même à travers la ligne téléphonique. Elle a fini par accepter, d'une voix forcée, presque rauque. Elle a même murmuré un « c'est une super idée, mon chéri ». Le « mon chéri » m'a lacéré le cœur. Puis j'ai appelé Marc. Lui, il a réagi avec une jovialité déconcertante, presque trop facile. Julien. Super idée. Je venais justement de raccrocher avec Élise pour lui dire la bonne nouvelle. Ce contrat va nous ouvrir des portes incroyables. Il ne se doutait de rien, l'idiot. Il croyait en ma camaraderie. Il me voyait comme le mari un peu naïf, l'ami qu'on pouvait tromper sans conséquence. J'ai souri, un sourire sec, sans joie. Il avait mordu à l'hameçon. Les jours précédant le dîner ont été un numéro d'équilibriste. Chaque matin, le rituel du café, Élise buvant le sien, ses yeux rivés sur la tablette, ses doigts effleurant l'écran. Je la regardais par-dessus mon journal, le cœur serré, et mon regard calculait, mesurait. Elle semblait plus joyeuse, d'une joie fébrile, comme quelqu'un qui se force à croire à son propre mensonge. Elle me parlait de ses journées, des réunions tardives, des déplacements de Marc. Chaque mot était une piqûre d'épingle, chaque mensonge une nouvelle maille dans la toile que je tissais. Un soir, Élise a mis une robe que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage, une robe en soie bleu nuit, fluide, qui épousait parfaitement ses courbes. Elle s'est maquillée avec soin, ses cils allongés, ses lèvres d'un rouge mat. Elle a vaporisé son nouveau parfum, celui aux notes inconnues qui avait marqué le début de mon cauchemar. Elle m'a demandé « Ça va ? Je suis présentable ?» J'ai senti le poids de l'hypocrisie, la sienne, la mienne. Magnifique, comme toujours, lui ai-je répondu, la voix étonnamment stable. Ses yeux ont pétillé d'une satisfaction que je n'ai pas pu décrypter sur l'instant. Une satisfaction qui n'était probablement pas pour moi. Je l'ai embrassé sur le front, un baiser sec et froid. Mes lèvres portaient la promesse muette de son effondrement. Dans l'intimité de mon bureau, j'avais imprimé les photos. Celle d'Élise endormie dans le lit de Marc, le bras de Marc visiblement posé sur sa taille, le cliché pris par Marc lui-même. Celle de leurs mains entrelacées sur une table de café, l'heure et le lieu clairement identifiables. Le tout sur du papier glacé. Des preuves tangibles. Je les ai glissées dans une enveloppe Kraft, lourde et anonyme. Le bruit du papier froissé sous mes doigts était le seul son dans le silence de la pièce. Le matin du dîner, j'ai senti une clarté étrange. Pas de tremblement, pas de nausée. Une sérénité glacée. Je me suis rasé de près, le rasoir glissant sur ma peau avec une précision mécanique. J'ai choisi un costume sombre, une chemise blanche impeccablement repassée, une cravate discrète. Je voulais avoir l'air irréprochable, l'incarnation même du mari respectueux, de l'hôte attentionné. Mon reflet dans le miroir était celui d'un homme qui avait traversé un feu et qui en était ressorti épuré, ou du moins, vidé. Élise était nerveuse, je le voyais. Ses doigts pianotaient sur la table basse, ses yeux cherchaient les miens, puis les fuyaient. Elle a essayé de me faire la conversation, des banalités sur sa journée, sur les préparatifs du restaurant. J'ai hoché la tête, j'ai répondu par monosyllabes. Chaque mot que j'aurais pu prononcer était trop précieux pour être gâché sur des platitudes. L'air autour de nous était chargé d'une électricité imperceptible, comme avant un orage. Le trajet en voiture jusqu'au chêne vert était interminable, et pourtant d'une rapidité effrayante. Élise à mes côtés, le silence entre nous se faisait plus épais. Les phares des autres voitures défilaient comme des étoiles filantes, la musique de la radio tournoyait, sans que j'y prête la moindre attention. Je sentais le poids de l'enveloppe dans ma poche intérieure, pressé contre mon cœur, un battement secondaire, plus sombre que le mien. La buée sur la vitre, à cause de la respiration, dessinait des arabesques éphémères. J'ai pensé à la première fois où je l'avais emmenée dans ce restaurant, il y a des années. Ses yeux brillants, son rire cristallin. Aujourd'hui, son rire était une dissonance. Quand nous sommes arrivés devant l'établissement, les lumières extérieures brillaient d'un éclat doux et invitant. Le voiturier nous a souri, son geste élégant pour ouvrir la portière. J'ai descendu Élise, sa main dans la mienne, une étreinte qui était désormais une contrainte. L'odeur du pain chaud et du vin rouge s'est infiltrée dans mes narines dès que la porte s'est ouverte. Marc était déjà là, debout près de l'entrée, son costume impeccable, son sourire trop large.
Il nous a salués avec un enthousiasme forcé, un baiser sur la joue d'Élise, une poignée de main virile pour moi. Ses yeux pétillaient d'une confiance en lui qui, d'ici quelques minutes, serait pulvérisée. Nous nous sommes dirigés vers notre table, au fond de la salle, près de la fenêtre, comme je l'avais demandé. Chaque pas était lourd, mes chaussures craquant légèrement sur le parquet lustré. Chaque pas était une goutte de plomb dans la lente et inéluctable chute qui allait suivre. Je regardais Élise et Marc, souriants, complices dans leurs mensonges, et je savais que leur monde allait s'effondrer autour d'eux, laissant derrière lui les éclats d'un verre brisé. Je reposais ma fourchette avec un cliquetis trop sonore dans le silence que je venais d'imposer. Le vin rouge, qui avait dansé sur ma langue quelques instants plus tôt, laissait maintenant un goût de cendre. Marc venait de raconter une anecdote sur un client difficile, Élise avait ri, ce rire cristallin qu'elle réservait au dîner d'affaires, celui qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. J'avais attendu ce rire. J'avais attendu ce moment précis. Le restaurant, le chêne vert, était baigné d'une lumière douce et tamisée, le murmure des conversations des autres tables n'était qu'une toile de fond à mon silence assourdissant. Je sentais le regard d'Élise se poser sur moi, une lueur d'interrogation dans ses pupilles claires. Marc, lui, ne s'était aperçu de rien, son visage encore rouge de son propre amusement, son verre de Saint-Émilion à mi-hauteur. Je me levai lentement, le frottement du tissu de ma veste sur le dossier de la chaise fut le seul bruit perceptible. Le mouvement était étudié, chaque muscle tendu pour l'effet maximal. Les bruits alentours semblèrent s'estomper, comme si le monde entier retenait son souffle. Élise, ses lèvres encore entr'ouvertes d'un sourire forcé, me regarda, l'inquiétude se dessinant enfin sur son visage. Marc posa son verre. Son sourire s'effaça. Il ne savait pas. Pas encore. L'air me semblait plus lourd, la lumière des chandelles sur notre table plus vacillante. Je sentais la tension monter, une vague froide qui partait de mon plexus et se diffusait dans mes membres. Mes mains, étonnamment, ne tremblaient pas. De la poche intérieure de ma veste, je sortis l'enveloppe que j'avais glissée là avant de partir. Elle était épaisse, gorgée de tous les fragments de leur histoire clandestine que j'avais mis au jour. Le papier légèrement glacé des photos, je sentais sa texture sous mes doigts, aussi réelle que la douleur dans ma poitrine. Je la déposai sur la nappe immaculée, le bord du papier effleurant la coupe à champagne vide d'Élise. Le son était léger, mais il claqua comme un coup de fusil dans l'ambiance feutrée. Leurs regards se posèrent dessus, d'abord curieux, puis avec une lenteur insoutenable, l'horreur monta en eux. Je n'eus pas à leur demander d'ouvrir l'enveloppe. Les photos, j'avais veillé à ce qu'elles débordent, offrant une vision immédiate, brutale. Le premier cliché, visible, était celui de leurs mains entrelacées sur une table inconnue, la lumière d'une bougie se reflétant sur leurs alliances, l'alliance de Marc, l'alliance d'Élise. Puis d'autres photos, que j'avais disposées avec une précision chirurgicale pour qu'elles soient évidentes, Élise, endormie, la tête posée sur l'oreiller d'un hôtel que je ne connaissais pas, le bras de Marc, reconnaissable à la petite cicatrice juste au-dessus du coude, en serrant sa taille. Des selfies, leurs visages trop proches, leurs sourires complices, leurs yeux brillants d'une intimité que je n'avais pas vue en Élise depuis des années. Leurs visages se décomposèrent. Élise, d'abord, sa bouche s'ouvrit en un beau silencieux, ses yeux d'un bleu clair virèrent au gris. Elle porta une main à sa gorge, comme si l'air lui manquait subitement. Je pouvais voir le sang se retirer de ses joues, laissant une pâleur de marbre. Marc, lui, devint livide. Son regard fuyait les photos pour se poser sur moi, puis sur Élise, dans une sorte de panique muette. Ses pupilles s'agitaient, comme celles d'un animal pris au piège. La lumière du restaurant se reflétait dans leurs yeux écarquillés, des phares dans la nuit d'une confession forcée. On aurait dit que le temps s'était arrêté, que même le léger bruissement des conversations alentour s'était éteint. Un vide assourdissant. Ce silence était mon œuvre. Le dîner est pour moi, dis-je, ma voix étrangement calme, posée, sans une once de colère, juste une froide constatation. C'était le même ton que j'utilisais pour parler à un collègue, pour donner des instructions, vide de toute émotion. Le détachement était total. Le divorce est pour vous. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas attendu le début des supplications, des explications, des mensonges. Il n'y avait rien à entendre, rien à comprendre de plus. Les preuves étaient là, étalées, incontestables. Je tournais les talons, mon dos droit, ma démarche assurée. Je les laissais là, figés dans leur tableau de désarroi, sous le regard curieux et bientôt indiscret des quelques convives qui avaient commencé à percevoir la tension.
Le claquement de mes pas sur le parquet ciré du restaurant résonna comme la fin d'un acte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas cherché à voir leur réaction finale, leurs mains se joindre dans l'horreur, leur regard chercher une échappatoire. Leur enfer, je l'avais allumé, il devait s'y consumer seul. La porte du restaurant s'ouvrit sur la nuit fraîche d'automne. L'air vif et piquant frappa mon visage, purifiant mes poumons du parfum trop capiteux de l'endroit, du mélange sucré de leur trahison. Les bruits de la ville, le ronronnement lointain des voitures, le froissement des feuilles mortes sous les pieds des passants, tout semblait soudainement amplifié, vibrant de vie, étrangement nouveau. Étais-je enfin libre? La question résonna dans le vide de ma tête. La liberté avait-elle vraiment ce goût amer, ce parfum de cendre et de vide? Je marchais sans but précis d'abord, la chemise légèrement ouverte sous ma veste, sentant le froid s'infiltrer. Mes jambes, qui m'avaient porté avec une telle détermination, semblaient maintenant pesantes, fatiguées. J'ai marché longtemps, passant devant des vitrines éclairées, des couples riant aux éclats, des familles attablées, des images de vie partagées qui me paraissaient maintenant appartenir à un monde lointain, irréel. L'anonymat de la foule était un baume, un voile protecteur contre ce que je venais de faire. Personne ne savait. Personne ne voyait la cicatrice béante que je portais. Quand je suis rentré chez moi, la clé dans la serrure a fait le bruit habituel, un clic métallique sec qui, d'ordinaire, annonçait mon retour à Élise. Ce soir-là, il n'y eut pas de réponse, pas de lumière allumée dans le salon, pas de voix demandant « C'est toi, Julien ?» L'appartement était silencieux, d'un silence neuf, lourd, absolu. Ce n'était plus le silence chaleureux d'un foyer vide temporairement, mais le silence assourdissant d'un espace dépeuplé d'une âme. La liberté. Elle se tenait là, palpable, froide, comme l'air glacé qui s'était engouffré derrière moi en ouvrant la porte. Je laissai tomber mes clés sur la petite commode de l'entrée. Le son métallique se perdit dans l'immensité de la pièce. Mon regard balaya le salon, la cuisine ouverte. Chaque objet, chaque recoin, portait son empreinte. Le plaid qu'elle aimait sur le canapé, le magazine de jardinage sur la table basse, son mug préféré posé sur l'évier, oublié ce matin. Chaque détail, autrefois un pilier de notre quotidien, était devenu un fantôme, une preuve silencieuse de ce qui avait été, et de ce qui ne serait plus. La vie qu'on avait construite, brique par brique, s'était effondrée en une poignée de secondes, laissant derrière elle un champ de ruines émotionnelles. Je me suis assis sur le canapé, dans la pénombre, le corps lourd, vidé. La vengeance, ce plat que l'on dit se manger froid, avait-elle eu le goût que j'espérais? Non. Pas vraiment. Pas le triomphe. Pas la satisfaction brutale que les films promettent. Plutôt une sorte de soulagement lourd, teinté d'une tristesse infinie. Comme quand on retire un bandage d'une plaie purulente, la douleur vive est là, mais elle s'accompagne de l'espoir d'une guérison. Est-ce cela la justice? Un vide abyssal où l'on découvre que le problème n'était pas l'autre, mais ce qui l'a détruit en soi. La trahison, c'est comme un tremblement de terre. Ça ne détruit pas seulement les murs, mais ça altère la topographie même du paysage, ça change la façon dont l'eau coule, où les arbres peuvent pousser. Mes racines avaient été arrachées avec une violence inouïe. Comment rebâtir sur une terre qui, sous mes pieds, avait prouvé sa capacité à s'ouvrir et à me dévorer? Qui croire, après cela? Quel repère suivre quand ceux qui tenaient votre main dans l'obscurité sont ceux qui ont allumé le feu? Il faudrait tout réapprendre. Réapprendre à faire ses courses seul, à manger en silence, à dormir dans un lit trop grand. Réapprendre à ne pas chercher son regard au réveil, à ne pas laisser un mot sur la table. Le déracinement n'était pas juste la perte d'une épouse, mais la perte d'une part de mon identité, celle que nous avions construite ensemble. C'est le prix de la vengeance, peut-être. La certitude d'avoir rétabli une vérité, mais au prix d'une solitude immense. Le vide était là, palpable, invitant. Un espace blanc à remplir. Ou à laisser béant. Je ne savais pas encore. Le silence de l'appartement ne me paraissait plus seulement lourd, il m'offrait une étrange promesse, celle d'un nouveau départ, mais un départ dans l'inconnu le plus total. Le chemin sera long, sinueux, peut-être jonché de doutes et de regrets, mais au moins, je le ferai seul, sur mes propres terres. Et cette liberté, même cendrée, avait un parfum d'authenticité.